Bonjour à tous, alors toujours le cours sur affirmation et mise en œuvre du projet européen dans le cadre du programme de troisième, avec la question des élargissements de l'Union européenne et la question qui va avec des frontières, donc quelles sont les frontières de l'Europe au cours de l'histoire. Alors, pour comprendre cette question, on va commencer par un petit document amusant qui est la carte de l'Europe de l'Euro 2016, donc l'Europe du football. Et on va demander aux footeux quels sont les pays qui appartiennent à l'Europe. On va partir du principe que si un pays participe à l'Euro 2016, c'est qu'il est européen. C'est une façon communote de définir les frontières de l'Europe. Alors première surprise, si on va dans le groupe A de cet Euro 2016, donc vous avez la République tchèque, ça ok, Islande ok, Pays-Bas ok, la Lettonie ok, mais vous avez également la Turquie. Certains se posent la question, est-ce que la Turquie est membre de l'Europe ou pas, doit adhérer à l'Europe ou pas? Eh bien la question ne se pose pas pour les joueurs amateurs de foot, puisque la Turquie a déjà intégré le championnat d'Europe de football. Le Kazakhstan, qui se situe à la frontière entre le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe, est déjà intégré dans le championnat européen. Et puis on aurait plein d'autres surprises dans ce groupe B, par exemple, où on retrouve Israël, Israël qui est invité dans l'euro, puisque Israël est en conflit avec tous ses voisins, même s'il se trouve sur le continent africain. Mais Israël est peuplé de populations européennes, puisque ce sont des Européens qui ont fondé en 1948 le pays. Donc voilà, c'est une façon de faire remarquer que les frontières de l'Europe sont fluctuantes et qu'elles sont pas si faciles que ça à définir. Certains y verront la Turquie, d'autres y verront Israël, donc y verront le Kazakhstan. Donc quelles sont les frontières de l'Europe? Alors toujours pour répondre à cette question, on va reprendre notre discours de l'horloge du 9 mai 1950 de Robert Schuman, qu'on a déjà étudié dans une autre vidéo, et qui va créer la première communauté européenne, la CECA, toujours en 1950. Alors, il y avait un petit paragraphe qui concernait les frontières de l'Europe, et sans lire tout le document, il indique que d'abord, l'Union européenne est ouverte à tous les pays qui voudront y participer. Il n'y a aucun critère qui est défini, il n'y a pas de critère de richesse, il n'y a pas de critère, il n'y a même pas besoin à la rigueur d'adhérer, d'avoir un morceau de territoire sur le continent européen, ce n'est pas précisé par Robert Schuman. Par contre, il indique bien cette phrase qui peut être surprenante: l'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. Alors, ce qui est surprenant, on avait déjà vu que bon, il faut que la France et l'Allemagne adhèrent à l'Union européenne ou à cette CECA, puisque elle est faite pour faire la réconciliation entre les deux pays. Les autres, italiens, espagnols, portugais, y adhéreront s'ils le souhaitent, s'ils veulent y participer, c'est ce qu'avait dit Robert Schuman. Et quant aux autres, par contre, il y a un continent qui lui paraît évident, c'est l'Afrique, qui est lié au projet européen. Alors là, il faudrait renvoyer autre chose, parce que nous voyons toujours l'Europe de la CECA de cette manière-là, c'est l'Europe des six, qu'on a déjà vu. Il faut se rappeler que l'Europe des six est également l'Europe des puissances coloniales. La France possède un empire colonial, c'est toutes les taches bleues que vous avez sur la carte, hein. L'Algérie est un département français, la Belgique possède le Congo, les Pays-Bas possèdent l'Indonésie, et donc quand on crée l'Europe des six, il faut se rappeler qu'en fait l'Europe des six, en 1950, c'est ça, c'est-à-dire quasiment la moitié de la planète. Donc, de tout cela, de toutes ces petites réflexions, hein, où on combine les différentes chronologies, la décolonisation, la construction européenne, avec le début de la guerre d'Algérie qui correspond à la création de la CECA, la création de la CE qui correspond à l'indépendance de l'Algérie, on constatera que les frontières de l'Europe ne sont pas données, qu'elles évoluent avec le temps, et que donc ce n'est pas quelque chose d'inné, d'acquis, et qu'il faut réfléchir. Ça se définit d'un point de vue politique. On décide, à partir d'un certain nombre de critères, qui est européen ou qui n'est pas européen. Alors, ce sera notre problématique d'aujourd'hui. Quelles sont les frontières de l'Europe au cours de l'histoire? Donc, quels critères pour adhérer à l'Union européenne? Quelle est la motivation des pays souhaitant adhérer à l'Union européenne? Et quelle est l'identité européenne de ces pays contestés? La Russie, la Grande-Bretagne, est-ce que la Russie est européenne? Est-ce que la Turquie est européenne? Est-ce que la Grande-Bretagne est européenne? Alors, on va répondre petit à petit à ces questions et revenir à des cartes. Là, même si on fait un cours d'histoire, il faut faire un cours à base de cartes. Alors, en fait, au départ, la CECA, c'est 6 pays. La CECA, on l'appelle souvent l'Europe des 6. Et au départ, l'Europe, c'est ça le noyau central de l'Union européenne. Ce sont ces 6 pays. Alors, je les répète, c'est l'Allemagne
et la France, hein, ça c'est vraiment le couple franco-allemand qui est à la base de la construction européenne, et pourront y venir ceux qui souhaiteront. Donc l'Italie a souhaité nous rejoindre dès 1950, accompagner ces trois pays qu'on appelle le Benelux. Alors Lux pour Luxembourg, B pour Belgique, et Né pour Néderlande, donc les Pays-Bas. Ça, ce sont les 6 pays fondateurs de l'Europe. Et à partir de là, vous avez une série d'élargissements, c'est-à-dire des pays qui sont agrégés à ce groupe de 6. Alors il est hors de question de faire toute la liste des élargissements, mais enfin il y en a deux en particulier sur lesquels il faudrait s'arrêter. Alors d'abord l'élargissement de 1973, puisque c'est en 1973 que la Grande-Bretagne adhère à l'Union européenne. Vous voyez, l'identité européenne de la Grande-Bretagne n'est pas acquise, elle n'est pas là dès le départ. Elle n'était pas présente dans l'aventure européenne en 1950. Et on a cette petite caricature que j'aime beaucoup, c'est un caricaturiste anglais qui s'appelle Arthur Cummings, qui a fait cette caricature qui représente le général de Gaulle et qui fait cette remarque à son premier ministre Georges Pompidou. Mon cher Pompidou, cette liste est trop courte. Ils pourraient bien l'accepter. Les Anglais pourraient bien accepter d'adhérer à l'Europe. Et vous avez ici les conditions pour l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, la CEE, et la liste est interminable. C'est vrai que la France et le général de Gaulle n'étaient pas du tout persuadés que la Grande-Bretagne adhérait à l'Europe. Bon, 1973, la Grande-Bretagne appartient à l'Europe. Ce n'est pas pour cela que l'identité européenne est acquise. Et en 2020, vous avez vu ce qu'on appelle le Brexit, c'est-à-dire le départ de la Grande-Bretagne. On le voit ici avec Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui est en train de couper des petits morceaux de l'Europe. Et Boris Johnson a réussi à convaincre ses concitoyens que la Grande-Bretagne ne faisait pas partie de l'Union européenne. Bon, on est donc sur cette idée que les frontières de l'Europe ne sont pas une donnée, hein, c'est un choix politique. Les Britanniques ont fait en 2020 le choix de quitter l'Europe, qui est redevenue l'Europe des 26. Donc on est passé de 6, avec plusieurs élargissements, on est passé à l'Europe des 12, puis à l'Europe des 27, et avec le Brexit, on est repassé à l'Europe des 26. Alors parmi les derniers pays qui ont rejoint l'aventure européenne, il faudrait parler des élargissements qui ont eu lieu en 2004-2007. Ce sont les élargissements qui sont ici marqués en violet et en bleu. Et on remarque dans ce cas-ci qu'il s'agit essentiellement de pays qui viennent majoritairement d'Europe de l'Est et des pays qui étaient auparavant dans le bloc communiste à l'époque où il y avait encore l'URSS. C'est le cas de la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et ce qu'on appelle les pays baltes, c'est-à-dire la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Alors, les motivations de ces candidats, si on prend les élargissements de 2004-2005, ont été parfaitement étudiées par ce texte un peu ancien, mais qui est toujours d'actualité, de Jacques Rupnik, le spécialiste de l'Europe de l'Est, qui a parlé en 1994 de l'Union européenne et de l'ouverture à l'Est. Alors, il nous disait déjà en 1994 ceci. Les motivations des candidats à l'adhésion sont de plusieurs ordres. D'abord, l'espoir de concrétiser le sentiment d'appartenir à une culture et une civilisation commune. C'est très important pour ces pays-là. Nous sommes européens et adhérer à l'Union européenne, c'est dire nous appartenons à la culture européenne. C'est quelque chose qu'on trouverait qui est très important chez les Turcs qui veulent adhérer à l'Europe pour être reconnus comme européens et pas comme des Asiatiques ou des Africains. C'est le cas aussi de la Russie qui pourrait être intéressée par être attachée d'une manière ou d'une autre au bloc de l'Union européenne, par un système d'alliance par exemple, pour être reconnue comme pays européen. Ensuite, deuxième motivation, c'est rendre irréversible le passage à la démocratie. Alors là, l'explication est simple, hein. On avait remarqué que tous les pays qui ont rejoint en 2004-2007 l'Union européenne avaient été membres du bloc communiste, avaient été des dictatures communistes, et adhérer à l'Union européenne en 2004, cela veut dire, je vous rappelle que l'URSS a disparu en 91, cela veut dire nous ne sommes plus des dictatures communistes, nous voulons être des démocraties. L'Union européenne garantit cela. Ensuite, des motivations économiques. La Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, ce sont des pays pauvres. Le bloc de l'Est et de l'Europe est plutôt pauvre par rapport au bloc de l'Ouest. Donc c'est une façon d'avoir de l'argent, d'appartenir à un marché commun, d'avoir des subventions. Et puis la dernière motivation est le besoin de sécurité, notamment à l'égard d'anciennes républiques de l'URSS. Ce n'est pas parce que le bloc communiste a disparu que la menace soviétique a disparu. Et quand vous demandez à un Polonais pourquoi voulez-vous adhérer à l'Union européenne, c'est d'avoir une sécurité à l'égard de l'ancien URSS devenu Russie.
Pareil pour la Roumanie, pareil pour la Bulgarie. L'Union européenne leur permet d'avoir une protection à l'égard de la Russie. Bon, voilà pour les motivations de ceci. Alors chacun y trouvera, en fonction des pays, ses motivations, qui peuvent être économiques, qui peuvent être politiques, culturelles, voilà. Aujourd'hui, l'Union européenne ressemble à ça. Donc nous sommes à l'Europe des 26, on acte le départ de la Grande-Bretagne, mais cette Europe ne va pas rester à 26, elle va très rapidement repasser à 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, pourquoi pas 34, l'Europe des 34, hein. Et actuellement, l'Union européenne, en 2021, est encore en train de négocier avec un certain nombre de pays. Alors, elle est toujours en négociation avec la Turquie, même si ça semble peu probable que ça aboutisse, et vous avez notamment ce bloc de pays qu'on avait déjà étudié en début de programme de troisième, qu'on appelle les Balkans. C'est la Serbie, la Croatie, la Slovénie. Ce bloc de pays souhaite adhérer à l'Union européenne, à l'Europe. Alors, certains y ont déjà adhéré, comme la Croatie, donc ils vont peut-être le faire comme la Serbie, comme le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et pourquoi pas l'Albanie. Alors dans ce cas-là, ces pays-là ont connu une guerre en 1991, on appelait ça la guerre en Yougoslavie, et ce qu'ils cherchent avec l'Europe, c'est un besoin de paix. Nous, on regardera surtout que l'Europe, les frontières de l'Europe ne sont pas fermées. On est à 26, mais très rapidement, nous serons 27, 28, pourquoi pas 30, 35. Cela peut aller très très loin. Alors on va étudier ça à travers un cas très particulier, c'est le cas des élargissements, toujours en cours, et notamment le cas de la Turquie, avec ce très beau titre du journal Le Courrier International de 2004. L'Europe, ça paraît très loin. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que les Turcs négocient avec l'Europe pour adhérer à l'Europe. Alors qu'elle s'appelle CEE en 1963 ou qu'elle s'appelle désormais Union Européenne. Mais voilà, donc le processus d'adhésion, les négociations d'adhésion ont commencé en 1963 et elles sont toujours en cours aujourd'hui. Alors là, il a fallu définir quels étaient les critères nécessaires pour adhérer à l'Europe. Et ça a été fait uniquement en 93. On a défini les critères politiques. Si vous répondez à ces trois critères, qu'on a appelés les critères de Copenhague, eh bien vous avez le droit d'adhérer à l'Europe, vous avez le droit de négocier votre adhésion à l'Europe. Alors d'abord, il faut avoir un critère politique. Premier critère politique, il faut avoir des institutions stables, la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme et des minorités. Si vous n'êtes pas une démocratie, vous ne pouvez pas adhérer à l'Union européenne. On pourrait même envisager qu'un pays qui deviendrait une dictature serait expulsé de l'Union européenne. Deuxième chose, un critère économique. Il faut avoir une économie de marché viable, donc avoir un certain niveau de richesse, et puis avoir un système de marché, c'est-à-dire une économie libre avec des entreprises privées, pour faire simple, qui ne soient pas communistes. Et puis, des critères de l'acquis communautaire, donc voilà, vous adhérez à une communauté, l'Union européenne, et il faut être en capacité d'adhérer à cela. Si vous n'êtes pas en capacité d'accepter tout ce qui a déjà été fait, il faut adopter toutes les lois européennes au moment de votre adhésion, eh bien vous ne pouvez pas y adhérer. On y rajoute un quatrième critère, un critère géographique. Il faut avoir au moins une partie de son territoire sur le sol européen. Alors si on prend le cas de la Turquie, est-ce que la Turquie répond à ces quatre critères? Critères géographiques, oui, la Turquie a 10% de son territoire sur le continent européen. Le reste est en Asie, mais il y a une partie de son territoire en Europe. Critères de l'acquis communautaire, pourquoi pas, là, on pourrait imaginer que la Turquie adhère à cela, et notamment on a vu que en 2003, la Turquie, on lit très rapidement le texte qui a été publié en 2003 dans Le Monde, la Turquie a signé le protocole de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme concernant l'abolition de la peine de mort en temps de paix. C'est un nouveau pas, comme un signe de la détermination turque à vouloir poursuivre les réformes démocratiques. Oui, le critère de l'acquis communautaire pourrait être fait, il faut avoir supprimé la peine de mort pour adhérer à l'Union européenne. La Turquie l'a fait en 2003. Il resterait donc le critère politique. Est-ce qu'il s'agit d'une démocratie? Et c'est vrai que depuis l'arrivée en 2017 de Erdogan, notamment depuis 2017 Erdogan, la Turquie devient de plus en plus une dictature. C'est en tout cas ce que laisse entendre ce journal qui s'appelle Le Point. Erdogan, le chef de la Turquie, le nouveau dictateur. Donc sous ce critère-là, l'adhésion de la Turquie est inenvisageable. Elle pourrait le faire d'un point de vue économique, elle pourrait le faire du point de vue de l'acquis communautaire, elle pourrait le faire du point de vue du critère géographique, elle ne peut plus adhérer selon le critère politique. C'est ce que dit ce texte. Alors s'il fallait retenir trois idées.
Alors première idée, qui est la plus importante, les frontières de l'Europe sont politiques et pas géographiques. Il y